Donc bonjour. Eh bien, nous sommes heureux d'être ici. Nous sommes l'équipe de l'Élan Vert, l'équipe éditoriale et puis nos auteurs, nos autrices, pour vous parler de la collection Pont des Arts. Nous vous remercions, l'équipe que l'on ne voit pas ici, mais de la librairie Canopée, rue du Four, de nous accompagner, de nous donner la possibilité de partager avec vous notre travail et notre expérience autour de cette collection, qui est la collection phare des éditions de l'Élan Vert. Surtout de ce qu'il y a autour des livres, de ce que nous arrivons à construire, à mettre en place avec un vrai plaisir, une chouette dynamique avec les auteurs sur le terrain. Donc avant de vous présenter notre équipe, je vais rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pont des Arts, qui est une... Bon, alors c'est vrai que c'est une collection qui existe depuis 2007, mais il est toujours intéressant, voilà, de vous redonner le concept, l'idée phare de cette collection. C'est une collection d'albums illustrés, de fiction, et c'est une collection un petit peu magique parce que elle permet d'entrer dans un tableau, dans une œuvre d'art grâce à la fiction. Voilà. C'est une collection que nous développons avec Canopée depuis 2007, qui est riche d'une 60aine de titres maintenant. Alors l'Élan Vert, c'est plus occupé de la partie fiction, le travail avec les auteurs, mais la collaboration avec Canopée a été très riche pour le choix de la programmation, un regard attentif sur le choix des œuvres et puis surtout la réalisation éditoriale des fichiers pédagogiques qui sont toujours disponibles en téléchargement gratuit sur la plateforme Canopée et aussi sur le site des éditions de l'Élan Vert. Donc je reviens sur Pont des Arts. Voilà, on est dans l'univers des contes, donc il y a de la magie et la magie, comme je vous disais, c'est de découvrir une histoire et d'entrer dans une œuvre d'art. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses possibles. On s'est donné, voilà, comme mission de sensibiliser les enfants à l'art et à tous les arts, en tout cas tout ce qui nous était possible de faire. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux autour de cette table. Et voilà, donc de créer de construire des ponts, de créer des passerelles entre le lecteur et l'œuvre, entre les arts, la littérature et d'autres arts, les arts visuels, et puis l'architecture, etc., la musique. Donc voilà, on est des bâtisseurs avec Chloé, notre éditrice. On a créé beaucoup de passerelles entre voilà, le réel et l'imaginaire, entre tous les arts, parce que c'est une collection qui aborde vraiment, comme je vous le disais, tous les genres artistiques de toutes les époques. Alors ça fait beaucoup comme ça, mais avec le temps, on a quand même réussi à travailler sur de l'art rupestre aux cultures urbaines, en passant par... Allez, Chloé. Donc, on s'intéresse aussi à tout ce qui est contemporain. Donc, je vais faire le travail inverse. Je vais partir donc des arts urbains où on a la chance de voir, pas sur la caméra, mais ici, Chat Noir qui avait pu faire intervenir autour de notre album sur le street art, mais aussi sur Matisse, Picasso. On remonte aux impressionnistes et puis après au temps moderne, avec des choses à venir sur Louis XIV, mais aussi Archimboldo. Puis on remonte encore au Moyen-Âge, on avait la Maman Loup avec la louve du Capitole. Et puis on va aller jusqu'à l'Antiquité où on a eu une mosaïque romaine, on a l'art pariétal avec la Vénus de Willendorf, Lascaux, Chauvet. C'est une petite histoire des arts avec des petites pauses et des petits points. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de titres à partir du 19e siècle, mais on essaie de s'intéresser à l'ensemble de l'histoire de l'art. Et puis, comme disait Amélie aussi, à l'ensemble, il y a beaucoup de peinture, mais aussi mosaïque, architecture, musique, sculpture, céramique, danse, et puis la musique. Avec depuis 2016 où nos albums sont mis en musique pour ajouter un peu plus de magie supplémentaire. Donc voici pour le programme de la collection. Les genres et puis toutes les époques, de la préhistoire à maintenant. Fort de cette expérience, on met aussi maintenant de plus en plus notre énergie à être sur le terrain, à partager ce plaisir de toutes ces rencontres artistiques, de le partager auprès des enfants et de le partager en décloisonnant, en articulant, je reprends vos mots, c'est-à-dire en articulant les disciplines. Il faut savoir créer des
des portes et avec des supports différents pour rencontrer une œuvre d'art. Donc ça, c'est tout le défi. Voilà, sensibiliser les enfants à l'art, ça peut être évident dans certaines familles et puis plus costaud dans d'autres. Donc Pont des Arts, c'est vraiment une collection qui est très très présente dans les écoles, dans les bibliothèques, qui est vraiment abordable par tous, parce que c'est une fiction, on aborde l'art par les émotions, entre guillemets facile d'accès, voilà, dans laquelle il n'y a pas le clignotant art. Donc, et donc je vous disais, riche de cette expérience, on est de plus en plus sur le terrain, et donc maintenant vraiment notre ambition, et puis il y a vraiment une dynamique qui est créée pour animer, enfin proposer des animations, proposer des ateliers qui sont inspirés des ouvrages et qui vont donc vraiment au-delà du livre. Ce sont vraiment des petits moments magiques que l'on vit nous en tant qu'éditrice avec les auteurs sur le terrain. Alors on n'est pas toujours dans les classes, hein, les auteurs vont seuls dans les classes, mais on est dans les salons. Et les salons qui sont aussi organisés par les bibliothécaires. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui prennent part aux salons, qui reçoivent des auteurs en intervention. Et ces salons nous permettent de créer des spectacles, de montrer en fait ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire, en réunissant nos collaborateurs, une chorégraphe pour la danse, notre directeur artistique Pascal Brun, à qui je vais tout de suite donner la parole. Voilà. Et donc ça, on a plaisir à le faire, on le fait de plus en plus. Et l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous donner des exemples de ce travail sur le terrain qui est très vivant. Qui est très pluriel, et en espérant que ces idées puissent donner aux enseignants notamment, hein, mais l'envie déjà de voir la pluralité des choses, et puis de faire les choses par eux-mêmes. Je sais qu'on manque tous de moyens, et puis donc voilà, donner des idées, et puis s'il y a des moyens, hein, parce que bon, il y en a quelquefois, et bien d'inviter les auteurs, les illustrateurs à mener des projets ensemble. Comme certains projets vont être présentés ici par Véronique et Nathalie, enseignantes. Voilà, donc on va essayer chacun d'entre nous de vous dire ce que l'on fait sur le terrain, enfin surtout vous, et de vous partager cette expérience autour de Pont des Arts. Je vais laisser chacun se présenter. Je vous donne simplement une première présentation rapide. Géraldine Eschner, qui est autrice. J'en dis pas plus, Géraldine, mais autrice de nombreux albums, notamment dans la collection Pont des Arts. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle autrice maison, avec qui Pont des Arts vit et se développe de toutes tes expériences. C'est notre autrice globe-trotteuse. Une expo, Géraldine. Un musée, Géraldine. Un pays, Géraldine. Pascal Brun, qui est directeur de conservatoire et qui est notre directeur artistique pour la partie audio. Pascal nous a ouvert la possibilité d'offrir des bandes son aux enfants à travers les livres audio Pont des Arts. Oui, je vous ai présenté notre éditrice, tu vas vite reprendre le micro. Véronique Masneau, qui est aussi vraiment une autrice maison avec qui on a beaucoup développé la collection Pont des Arts. Voilà, Géraldine a l'étiquette Petit Noun sur le front, et Véronique a l'étiquette La Grande Vague, cette grande vague de haïku sur le front. Donc autrice, mais pas que. Mais alors beaucoup de casquettes, hein, notamment d'illustratrice, d'écrivaine, de blogueuse, beaucoup de choses. Voilà. Nathalie Redon, qui est enseignante à Marly. Et Nathalie, tu vas témoigner donc du chouette projet autour de l'art en mouvement que tu mènes avec Véronique cette année dans ta classe. Et Christine Destour, qui est autrice et illustratrice, plus illustratrice chez nous pour Pont des Arts, et qui est aussi magicienne parce que plasticienne. Voilà, donc Christine Destour, vous la connaissez pour ses illustrations en volume, mais pas que. Le carton-plume, le fil de fer, les paires de ciseaux, les collages savants de coquillages et de brindilles de bois dans une poésie. Tu as travaillé sur La Maison en construction, donc du Mondrian, du Calder avec l'Oiseau Lion, et puis là tu nous prépares une petite pépite sur l'art brut, et voilà. Donc, et tu vas nous, avec Véronique, et tu nous parleras de ton plaisir à rencontrer les enfants, souvent les plus petits, autour de la collection Pont des Arts.
Donc voilà, donc nous avions alors un plan que l'on ne suivra pas, parce que nous avons tous envie de parler, et comme on travaille ensemble, et ben de parler ensemble, donc on va essayer de faire au mieux. Mais l'idée, voilà, c'est de commencer avec toi, Pascal, parce que tu es le plus courageux, et sur voilà comment on a enrichi les albums Pont des Arts pour la partie musique, et puis dire aussi qu'en ce moment, tu travailles sur la bande-son d'une nouveauté, d'un Pont des Arts qui vraiment, pour le coup, traduit bien ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire que c'est un Pont des Arts sur Chagall, sur le plafond de l'Opéra Garnier. Donc là, on est sur, écrit par Véronique, donc on est sur la littérature, on est sur, bien sûr, l'art de Chagall, sur l'architecture, l'opéra, la danse. Voilà, c'est pas mal. Donc, j'ai tout dit. À toi. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais parler de ma première collaboration avec l'Élan Vert autour de la collection Ticajou, que vous connaissez peut-être, et qui est l'idée de cette collection, c'était de pouvoir faire découvrir les instruments, mais aussi des extraits d'œuvres de répertoire aux tout petits. Puis après, j'ai eu l'occasion donc de découvrir cette collection Pont des Arts, et il m'a paru tellement évident d'y associer la musique que j'ai proposé donc à ces éditrices de pourquoi pas de faire découvrir un compositeur. Et donc on a commencé par deux albums qui sont La Petite Danseuse et Les Arbres de Noël, dont l'auteur est à côté de moi. Et pour illustrer ces albums, il a fallu choisir le compositeur, lequel allait avoir la musique, sachant que je m'étais donné un petit peu comme pari de faire penser à l'auditeur, quel qu'il soit, que la musique avait été composée pour l'album, alors qu'en fait, elle existait depuis des centaines d'années. Donc je suis parti à la recherche d'œuvres, de compositeurs qui pourraient illustrer, sachant qu'il fallait que la musique ait du sens avec la narration, avec le texte. Et donc c'est des écoutes et des écoutes et des écoutes, des analyses de partitions, parce que en musique, là je vais reprendre ma casquette de directeur de conservatoire, en musique on a un phrasé, c'est un petit peu comme la ligature, il y a des phrases, il y a une ponctuation, et je voulais absolument qu'elle soit vraiment en phase avec le récit, comme elle a des intensités et comme dans le texte. Donc à chaque fois, c'était de trouver l'extrait qui allait coller les dialogues par rapport à la musique. Donc pour ces deux premiers albums, donc La Petite Danseuse, ça a été assez évident. C'était sur la danse. On a pris un compositeur de ballet, donc c'est sur Tchaïkovski, avec différents extraits, notamment de Casse-Noisette et du Lac des Cygnes. Pour Les Arbres de Noël, c'était un pari un peu plus difficile parce qu'il n'y avait aucune référence particulière à la musique. Et donc là, j'ai choisi d'y associer Gabriel Fauré avec différents extraits, différentes œuvres, pour qu'on puisse découvrir la forme orchestrale, mais aussi la forme un peu en musique de chambre, juste 2 ou 3 instruments, pour illustrer cet album. Ensuite, on est passé à Rosa Bonheur, et là, j'ai choisi Beethoven avec la 6e symphonie, donc celle qu'on appelle la pastorale. Et là aussi, il y avait un peu déjà un univers musical dans l'histoire. Merci Géraldine. Puisque bon, on peut découvrir d'ailleurs dans les belles images un piano, le piano qui existe toujours, qui est toujours là dans l'atelier de Rosa Bonheur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai associé aussi une sonate pour piano qui s'appelle aussi la pastorale. Et donc, qui collait très bien. Et il faut savoir aussi que Rosa Bonheur avait une admiration pour Beethoven, et d'ailleurs, elle avait dans son atelier, et je crois qu'il y est toujours, un buste de Beethoven. Peut-être qu'il l'inspirait. Non, c'est un masque, peut-être, c'est un masque, voilà. C'est ce masque, en fait, effectivement, il était présent dans l'atelier de Rosa Bonheur quand elle y était, mais après, non, il y est pas. Et en fait, on ne sait pas. Il a été retrouvé par les descendants. Voilà, c'est un détail. Mais voilà, en tout cas, elle était associée à Beethoven, mais là, vous ne le trouverez pas dans l'atelier. Non, mais il a été exposé. Il y a une photo exposée dans les moments intimes de Rosa Bonheur au musée Rosa Bonheur en ce moment. Juste pour. Ouais. Et donc Beethoven, la pastorale, Beethoven, grand amoureux de la nature, et par rapport à toute cette histoire avec tous ces animaux, il me semblait que c'était le compositeur. Oui, alors Pascal, chaque fois que je l'écoute, je me dis vraiment, il est évident que Beethoven a créé cette symphonie pour le livre.
Voilà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, et si un scientifique dit le contraire, ne le croyez pas. Voilà, en tout cas, c'était le but recherché. Donc, comme l'a dit Amélie, au mois de mai sortira un nouvel album, cette fois écrit par Véronique, et qui est sur le plafond de Chagall, donc la coupole de l'opéra. Alors là, c'est vrai. Au départ, je pensais que ce serait simple parce que tous les compositeurs étaient représentés au plafond, puisqu'il faut savoir que le plafond, ce sont des scènes des différents opéras qu'a représenté Chagall. Et je me suis dit, oh là, toute la musique, elle est déjà là, c'est parfait. Mais en fait, ce fut encore plus dur, ce fut plus difficile parce que mélanger des compositeurs aussi différents dans une même histoire qui dure 10 minutes en tout, ça a été très dur de choisir les bons extraits. Pareil, toujours le même souci de faire correspondre la musique avec le phrasé de la musique, avec le phrasé du texte. Donc, et puis passer de l'époque baroque comme ça, puis aller jusqu'au temps moderne. Mais en même temps, ça permet vraiment un parcours de tous les registres musicaux qu'on peut traverser dans la musique classique. Et c'est ça qui était très intéressant et très riche et que vous pourrez découvrir dès le mois de mai. Et donc, on peut parler aussi de celui qui est en préparation. C'est trop tôt. Il n'y a pas d'interdit. Parce que pour moi, celui-là, ça y est, il est fini, il est dans la boîte. Et il y en a encore un autre qui, par contre, qui est dans mon studio. Et c'est un livre, donc je vous laisserai en parler, qui sortira au mois de septembre, c'est ça? Voilà. Et peut-être, Chloé, tu peux nous en dire 2 mots avant que je dise un peu sur la musique? Oui. Alors, le projet en préparation, c'est le Moucheron qui voulait être roi, et c'est en fait autour de Versailles, Louis XIV, et on y a associé aussi bien donc la musique de Lully grâce à Pascal que La Fontaine, Molière, les Mousquetaires. Donc c'est vraiment une visite de Versailles complète dans l'ambiance, et c'est un texte qui a été écrit en alexandrin en partie, mais tout en vers. Et qui est lu, comme tous les autres de la collection, par Michel Vuillermoz de la Comédie Française. Et donc ça apporte vraiment une chaleur, un professionnalisme et puis une joie. Enfin, on est immensément fiers d'avoir Michel Vuillermoz comme ambassadeur, voilà, comme conteur dans cette collection, parce que voilà, c'est Michel Vuillermoz, il est connu pour son rôle de Cyrano de Bergerac à la Comédie. C'est un plaisir savoureux de l'entendre lire les Arts de Noël, le Lion aux yeux d'or. Il y avait voilà une chaleur dans sa voix, etc. Mais là, en fait, on a Cyrano qui nous lit le Moucheron qui voulait être roi. Une autre forme, voilà, d'aboutissement de la collection, d'avoir ce texte très théâtral lu par ce comédien-là, et on espère que ça fera beaucoup d'émules auprès des enfants. La collection, ce qui est génial, c'est qu'elle s'adresse aussi bien aux enfants de maternelle qu'aux collégiens. Il y a vraiment pour tous les âges et pour toutes les envies. Et on a des ouvrages effectivement qui ont été écrits donc pour les tout petits. Voilà, pour les bébés, pour inviter les bébés à aller au musée, le Petit Noun de Géraldine. Et puis, on a cette collection de carnets qui va vraiment avoir une pluralité d'œuvres. Là, ça va être des petits romans qui vont être illustrés par toute une galerie d'œuvres d'un même artiste, ici Hopper. Et là, c'est un petit peu différent puisque c'est la vie de Jesse Owens. Justement, quoi, c'est un artiste sportif. Le sport est un art, hein, finalement. Voilà, on peut le prendre comme ça. Et donc, c'est la vie de Jesse Owens qui a été quadruple médaillé d'or au JO de 1936, donc contre le nazisme, la ségrégation aux États-Unis. Donc, c'est un ouvrage aussi très complet, illustré par des photos d'époque. Donc, on va s'adresser dans cette collection Pont des Arts à tous les âges. Et donc, il faut vraiment, en fait, piocher ce qui vous intéresse, mais aussi bien en maternelle qu'au collège, il y a des multitudes de choses à faire. Donc voilà. Et avec des supports, et des supports aussi différents, parce qu'on a aussi la chance d'être en Kamishibai avec l'éditeur Calicéphale, qui est spécialisé donc dans ce format-là. Donc ces petits théâtres japonais, on fait défiler les images avec le texte au dos. Et ça aussi, c'est un moment, comme une lecture un petit peu fantastique. Voilà, c'est avec les enfants, c'est vraiment voilà un petit théâtre qui s'ouvre, et la lecture comptée prend une autre dimension encore. Donc voilà, avec toute cette pluralité.
Mais bon, livre audio, on revient au livre audio. Alors donc, avec la musique de Lully pour le bouchon, voilà, on est vraiment dans Versailles. Et puis ce que je voulais ajouter quand même par rapport au livre audio, c'est qu'en dehors des musiques, mon souhait aussi, c'était de vraiment créer l'ambiance du livre en y apportant toutes sortes de bruitages qui correspondent un peu aux images. Et comme j'aime l'appeler, c'est une bande originale du livre, donc une BOL et non pas une BOF, mais c'est une BOL pour qu'on ait vraiment l'impression, voilà, de plonger au cœur de l'histoire. À partir de cet ouvrage qui va sortir, on a pu travailler aussi avec, on va travailler prochainement avec Véronique, puisque elle est en résidence actuellement à Taverny, et à Taverny il y a aussi un conservatoire de musique qui quand ils ont appris qu'il y avait ce livre qui allait sortir, souhaite faire en version live le livre qui va sortir. Donc à Taverny, on va faire une adaptation à la scène, comme quoi il peut y avoir aussi une passerelle avec les conservatoires de musique, mais je prépare ce même projet pour les années futures, notamment pour faire un projet aussi avec les écoles autour d'un chœur d'enfants qui est dans le livre. C'était aussi mon souhait de mettre en avant différentes formes dans l'opéra, parce que c'est vrai, on pense à l'opéra chanté, il y a l'opéra de ballet, mais il y a aussi, il faut savoir quand même que l'apparition de chœurs d'enfants est assez rare dans l'opéra, et c'est pour ça que dans cet album, je voulais vraiment, il y a une chanteuse soliste, il y a une soprano soliste, mais je voulais aussi qu'il y ait ce chœur d'enfants qui soit représenté. Et en plus, ce chant est tout à fait adaptable. On peut le reprendre à l'école, et donc on est en train de travailler sur ce projet aussi de monter cet album avec des écoles avec le chœur d'enfants pour être en immersion dans l'orchestre. Bonjour. Alors moi, voilà, je suis Véronique Masneau, donc je suis là en tant qu'autrice. Je voulais préciser sur cet album-là, Céleste et la boîte à musique, donc qui sort en mai, que Pascal m'avait préparé déjà une bande avant que j'écrive l'histoire, parce que c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure, tu croyais que ça allait être facile. Bon, moi je savais que ça allait pas être facile. C'est déjà toute une gymnastique d'arriver à créer une histoire à partir d'une œuvre d'art, parce que naturellement, moi, mon métier, c'est d'inventer une histoire de toute pièce. Donc, d'avoir une contrainte de point de départ, c'est motivant et ça donne un petit plus pour démarrer, mais ça impose aussi forcément des contraintes. Et là, justement, comme il y avait référence à 14 compositeurs différents, avec effectivement des époques différentes, etc., et que je voulais que soit représenté aussi bien le baroque que Ravel ou Debussy, il fallait balayer un petit peu tout le monde. Donc, trouver une histoire avec un cheminement qui permette de faire intervenir des références à chaque époque, c'était toute une gymnastique. Et Pascal m'avait donné une pré-BOL pour que je m'appuie dessus, en fait, pour me donner des repères. Et effectivement, le chœur d'enfant, par exemple, c'était vraiment très précieux que je l'ai. Il intervient dans l'histoire. Voilà. Et j'ajoute que la résidence à Taverny, donc le point d'orgue, on va dire, de cette résidence, ça sera le 25 juin. Et il y aura lecture live de Michel Villermoz qui vient à Taverny au théâtre, accompagné en fait avec les apprentis musiciens du conservatoire. Donc c'est quand même c'est très très chouette. Des professionnels, des élèves, c'est une belle histoire. Et en plus, alors là, moi, je suis totalement spectatrice. Bon, pour pas conclure, mais on va dire, comme tu es très humble, Pascal, je vais juste rajouter que pour ton travail sur 2 albums, notamment les Arbres de Noël et Rosa Bonheur, tu as reçu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros, donc qui est une jolie distinction. Donc voilà, je me fais le plaisir de le glisser parce que c'est pas notre premier métier et franchement c'est une belle reconnaissance pour notre collection pour des arts. Voilà, ça traduit quand même que ça marche les BOL. Voilà. Alors on parlait de Rosa Bonheur. Je vais redonner la parole à Géraldine et je voudrais que tu nous fasses part de ton expérience parce que bon, tu vis en Allemagne, tu es aussi très très souvent parmi nous en France et donc tu rencontres à la fois des classes allemandes et des classes françaises et bien sûr il n'y a pas de frontières, hein, donc mais c'est intéressant aussi de voir et notamment à travers la semaine française. Enfin, tu vas nous parler de cet événement, comment tu travailles des 2 côtés de la frontière sur nos albums Pont des Arts,
le casque de papy, mais il y a d'autres expériences aussi. Hein. C'est vrai que ce côté franco-allemand change un peu la donne pour moi. Et encore, beaucoup de choses sont totalement universelles. J'aimerais bien voir ces livres traduits en allemand, ce qui est le cas pour très peu de titres, mais la majorité n'y est pas. C'est dû au système scolaire qui est différent. Enfin, plusieurs critères qui expliquent la chose, mais c'est quand même très regrettable parce que je trouve que cette collection, moi je suis tombée dans la collection il y a une quinzaine d'années, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui vous prend, ça change un peu la perception qu'on a des choses, hein, Véronique. On a toujours un petit peu cet instinct, je vais dire, de quelle que soit l'œuvre qu'on voit dans un musée, de se dire tiens, bah ça pourrait, ça commence à vivre tout seul, et c'est ça qu'on essaye de transmettre justement par la collection, de ressentir d'abord quelque chose soi-même pour pouvoir créer ce pont des arts, comme tu disais, de toutes pièces, et ces pièces en même temps, elles sont une grande part de fiction, mais on a quand même une part de contrainte ou d'inspiration précise selon l'artiste qu'on traite, et on aimerait quand même rendre aussi dans le texte des pistes qui rappelle le travail de l'artiste, donc c'est assez complexe. En réfléchissant justement à ce qu'on fait pour Pont des Arts, je me disais que ça ressemble un peu à un sablier. On a plein de choses en tête. On a son émotion, la perception des tableaux, de l'art, de toute cette énorme documentation qu'on fouille au moment de travailler sur le livre. Et ensuite, on doit réduire énormément pour le petit passage central, mais qui est hyper important, parce que si ça ne marche pas bien, rien ne fonctionne. Mais c'est vraiment comme distiller une goutte d'essence de lavande, si on veut aussi, pour un livre qui n'a que 32 pages, qui a un texte très court. Et ensuite, on repasse au territoire très large, et si on pouvait le mettre encore plus large que le côté supérieur, ce serait même plus exact, qui est celui que vous faites en tant qu'enseignant, de refaire vivre à la fin et de décortiquer le texte, l'histoire, la musique, etc., pour redonner un tout aux enfants et leur redonner envie de retourner le sablier et de recommencer eux-mêmes à écrire. Voilà, donc le premier livre, c'était peut-être, je crois que je suis restée un peu dans cette perspective-là personnellement, chacun travaille de façon différente. Moi, j'ai fait le premier Pont des Arts sans le savoir. Alors, il y en a qui font des vers sans en avoir l'air. Moi, je fais des Ponts des Arts sans le savoir. J'avais fait un texte sur les bourgeois de Calais, de Rodin, comme ça, instinctivement, sans réfléchir du tout à ce que j'allais pouvoir en faire. Et c'est Aurélie Blanc, qui est aussi illustratrice de la collection. Quand je lui dis, vous voyez, on discutait à Bologne, tu fais quoi en ce moment, etc. Moi, j'ai dit, je viens de terminer quelque chose, mais je crois que c'est pour mes tiroirs. Ça, qui voudra de ça? Et elle regarde, puis elle me dit, bah ça, c'est pour des arts. Je connaissais pas la collection. Et puis en fait, 2 jours après, tu m'as téléphoné pour qu'on se rencontre. Je crois que ce côté de coup de cœur par rapport à quelque chose, sans trop réfléchir, au départ, c'est peut-être la recette aussi pour les arts. Et c'est là qui est peut-être plus le travail d'auteur dans les rencontres, d'essayer de recréer chez les enfants ce déclic et cette émotion de départ. Le texte est le déclencheur de l'illustration, de la musique, etc. Mais il faut le ressentir avant tout. Et dans les rencontres, je crois que l'histoire de l'histoire, comment on en arrive à créer le Pont des Arts pour donner aux enfants l'envie de s'y mettre et vous de vous la donner, vous la transmettre à vous aussi, c'est un peu ça l'essentiel. Au papy, évidemment, tu parlais du côté franco-allemand. Alors j'ai un père allemand et une mère française, d'origine belge en plus, et j'habite une ville frontière avec la Belgique. Il n'y a qu'un pont qui nous sépare les uns des autres, fait que j'ai évidemment vécu l'histoire en tant que fille d'Allemand en France. Mon père a fait la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat allemand. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale en tant qu'Allemand. Et mes 2 autres grands-pères étaient de l'autre côté de la frontière. Et donc ça m'a toujours beaucoup travaillé. Ça continue d'ailleurs de rester un sujet important. Et j'ai choisi ce livre parce que dans la période actuelle, on est aussi dans ce partage, dans ces conflits qu'on croit sans solution. Et je pense que pour les enfants qui sont quand même entraînés dans ces inquiétudes générales, la seule façon, ou la meilleure façon de leur en parler, c'est de montrer qu'on peut quand même y arriver. Et moi, je suis un peu le résultat d'un conflit qu'on a réussi à dépasser pour créer une amitié forte franco-allemande. Et je l'ai raconté dans le casque d'Au Papy, c'est très autobiographique. Et Opa veut dire grand-père en allemand et Papy, donc grand-père en français. Et ça devient un seul mot pour montrer
cette réunion et ces retrouvailles. Vous le connaissez peut-être en partie, hein, on a un récit de la Première Guerre mondiale, mais qui est inséré dans le livre, et à partir de la plantation d'un petit chêne. Et c'est là qu'on en vient au travail que l'on fait, donc à partir des albums. J'ai pas mal de chênes entre-temps qui poussent un peu partout, parce que lors des rencontres, j'aime bien qu'on centre notre travail sur cette perspective du petit arbre, symbole de la réconciliation. En tout cas, on peut écrire des souhaits, des désirs des enfants dans cette perspective de paix sur des feuilles d'arbres dessinées sur le papier, et on a accroché tous ces désirs, tous ces souhaits au petit arbre qui devient un symbole de cet avenir, et planter ces petits arbres. On peut aussi travailler, ça c'est un travail qui a été fait à Colmar, avec des classes qui ont reconstitué l'arbre du livre avec les racines qui sont le passé, le tronc de la réconciliation et les désirs en haut. Alors, on fait un atelier d'écriture à partir de ça, parce que font les gens, que sont-ils avant le conflit, comment le conflit est-il résolu, par quels mots peut-on symboliser, qui symbolise donc le présent avec des photos de monuments des pays concernés. On pourrait très très bien imaginer actuellement refaire ce genre de travail par rapport au conflit. C'est un conflit universel, il est représenté ici par celui de 14-18, mais ça peut être n'importe quel conflit. Et la partie supérieure est faite de souhaits. Je voudrais que, j'aimerais que, vous faites de la grammaire en même temps, vous pouvez penser au subjonctif par la même occasion. Tout s'insère dans un seul bloc pour devenir cet arbre symbole de vie. Voilà, donc une perspective à partir d'un seul album. Autre perspective franco-allemande, peut-être juste pour terminer. Voilà, donc Hundertwasser, qui est la maison fantastique. Ce n'est pas cette maison-là qui est représentée dans le livre, mais ça représente toute son œuvre. Architecte, peintre, penseur, philosophe, farfelu, et qui a été trop peu pris au sérieux finalement du temps où il a créé ces maisons. Il a quand même réussi à les faire construire. On y revient actuellement. Je me dis toujours qu'il avait vécu 50 ans plus tard, il aurait été mis à l'honneur différemment aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est une maison, l'exemple d'une maison de Hundertwasser qui n'est pas très loin de chez moi. Et si on retourne en arrière, ça c'est le miracle Hundertwasser, c'est que si vous êtes un oiseau et que vous passez au-dessus de la maison, qui comporte 120 appartements à peu près, vous ne voyez que ça, que de la verdure, vous ne remarquez pas la maison sous le toit végétalisé, etc. Le parc à l'intérieur, les cours, tout est boisé. Et son idée, c'est de rendre toute superficie, toute surface qu'on prend à la nature, on doit lui rendre autrement pour Hundertwasser. Donc, on est ici dans un autre sujet d'inquiétude et de problématiques qu'on peut essayer de traiter avec les enfants à tous les niveaux. Comment rendre à la nature la place qu'on lui prend. Voilà un exemple de travail qu'on a fait avec le livre, faire des photos noir et blanc du quartier, de l'école, etc. Et ensuite le retransformer comme si on était nous-mêmes Hundertwasser. Qu'est-ce que ça pourrait devenir? Voilà, ça c'est l'école dans laquelle on était, qui a changé un petit peu de look. Et le fait de le retravailler comme ça de façon concrète, ça donne aux enfants quand même cette impression de faire quelque chose aussi pour cette revégétalisation des villes. Architecture urbaine à revoir, encore dans le sens de la nature, et on en revient à l'histoire. Il y a à nouveau un arbre au centre de l'histoire. En ce moment, j'ai beaucoup de lions dans mes textes, mais je crois qu'il y a énormément d'arbres. Si je pourrais faire une forêt rien qu'avec avec les ponts des arts. Je vais peut-être changer de métier. Et on a adopté un arbre qui est à Lille. Imaginez, vous travaillez sur ce thème de Hundertwasser, etc., et vous arrivez dans l'école où vous devez travailler, et on se gare juste devant cet arbre qui est près du parking de l'école. Alors bon, moi je suis arrivée un peu en retard parce qu'il a d'abord fallu que j'aille voir l'arbre de plus près et l'admirer. Et du coup, je l'ai intégré dans le travail qu'on a fait avec les enfants. Il est devenu un point central du livre puisque les enfants vont essayer de préserver cet arbre magnifique. Et les enfants de l'école de Lille
ont adopté et parrainé l'arbre. Ils ont fait avec leur tricotin, ils ont fait une longue ficelle, ils ont fait une spirale autour de l'arbre, et là ils se sont mis eux-mêmes en spirale autour de l'arbre. Et ça, ce que je vous disais au départ, ce désir quelque part, puisque moi je suis malheureusement pas illustratrice, je ne peux pas travailler comme toi en volume de côté de la façon artistique, mais donc c'est plus cette transmission par le texte de l'émotion et de l'action possible à partir du livre. Là, c'est une super transition, Christine, pour te donner la parole. Bonjour. Donc voilà, donc moi j'ai illustré des livres dans la collection Pont des Arts sur Calder avec l'Oiseau Lion et Mondrian avec la maison en construction. On voit les œuvres en photo derrière. En fait, moi, comme je fais, j'ai pas grand chose à dire, donc c'est un peu compliqué pour moi de parler. Donc là, j'ai amené des photos d'ateliers que je fais avec les petits à partir des livres. En fait, ce qui est génial, parce que j'ai pu assister à un atelier avec Christine dans le cadre, en fait, c'est des enseignants qui venaient assister aussi à l'atelier dans le cadre de la GEM. C'était la préparation pour le salon de Versailles, et t'avais fait, en fait, t'avais demandé du matériel un petit peu, ouais, c'est pour ça. C'est de travailler, que c'est vraiment le centre de ton travail. Oui, moi je travaille beaucoup en volume et beaucoup avec du matériel de récupération. Donc, effectivement, ce jour-là, en fait, c'était des adultes qui faisaient les ateliers, comme s'ils étaient des enfants. Là, ce que tu nous montres comme image, ce sont des mobiles qui ont été réalisés à partir de l'album L'Oiseau Lion, et c'est un atelier qu'on a fait au festival Mot pour Mot, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, de la Villette. Voilà. Et je me souviens aussi d'une invitation par Canopée. Tu étais venu parler de ton travail autour des illustrations en volume. Tu te souviens de cette journée aussi? Donc voilà, là, l'intérêt, c'est de montrer la diversité des arts plastiques qui peuvent être abordés par les enseignants via la collection Pont des Arts, et notamment le travail en volume. C'est vrai que tous les illustrateurs n'ont pas cette envie et ce talent, et que donc dans les 3 ouvrages, L'Oiseau Lion, La maison en construction et le prochain, Le maçon colimaçon, tu as choisi le volume en fait. Donc pour le coup, ça serait intéressant que tu nous dises pourquoi tu nous as fait des illustrations, des boîtes en carton plume. Alors pourquoi le volume dans Mondrian? Mais tu sais qu'il y a une raison, je ne sais pas si tu t'en rappelles, parce qu'avant même que le texte soit écrit, tu es venu dans mon atelier où j'exposais, en fait, parce que j'expose, je fais aussi pas mal de sculptures. Et entre autres, tu étais tombé en arrêt devant quelque chose qui était en volume, qui n'avait rien à voir avec le livre, et tu l'as regardé et tu as dit « Ah, mais ça c'est Mondrian, tu vas faire Mondrian ». Je vais vous révéler la vraie histoire du Mondrian. En fait, c'est toi qui as voulu faire du volume parce que tu regardais le Mondrian et ça te donnait le vertige. Et tu nous avais raconté que, en fait, à force d'être dans le tableau, de regarder le tableau et qu'il était si lisse, que toi, ça te donnait des impressions de volume. Et c'est pour ça que tu avais tenu aussi à faire du volume, parce qu'en regardant le tableau, ça te donnait vraiment envie d'avoir ce côté 3 dimensions. Non, mais ça, je pense que c'était mon discours pour mon éditrice. Et voilà. Pour avoir l'impression que j'ai travaillé, tout ça. Donc, et effectivement, c'est quand j'ai travaillé sur le livre, après, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai travaillé en volume. Je travaille toujours en volume quasiment. Donc, quel que soit le sujet que vous me donnerez, c'est en volume. Donc, je peux pas dire que c'était pour Mondrian spécialement. Mais après, non, mais par contre, c'était surtout le travail pour les enfants. Parce que quand ils voient parce que je t'avais dit, voilà, c'est tellement plat, c'est des couleurs primaires avec quand même tout est hyper barré comme ça, le travail de Mondrian. S'il m'entendait parler, il se retournerait dans sa tombe, je pense. Mais ça vibre, parce que je t'avais dit qu'en fait les aplats n'étaient pas des vrais aplats, que tu pouvais voir des traces de peinture, de pinceau. Et c'était ça, en fait, où il y avait une sorte de fourmillement, et qu'avec les enfants, on pouvait voir ça. Et on arrivait à des univers de Mondrian par couleur et en volume de famille. Il y avait aussi quelque chose de très chouette sur cet album, c'est que tu avais voulu faire, il y avait une planche par couleur, où là, ça avait été mais que ça t'avait énormément plu dans le texte de Christine Bégel, qui est ce mélange.
parce que voilà, il y a cette planche qui est complètement anti-Mondrian, où on est complètement en fait hors couleur primaire, mais où tout se mélange. Ouais, c'est au milieu. C'est avant la construction de la nouvelle maison. C'est celle-ci. Où en fait, on part de quelque chose de très géométrique, couleur primaire, noir et blanc, et on arrive à quelque chose de fantaisiste, rêveur, tout en rondeur. Et c'était en fait de jouer dans les contrastes aussi, de montrer des univers opposés, et c'était aussi ça la force, voilà, de jouer avec les contraires. Ça, c'est l'intelligence de l'autrice, Christine Bégel, en fait, parce que effectivement, il y a toujours un petit accident, enfin, je crois, pour les auteurs dans un livre. Et l'accident, c'était ça. Et là, on sort de Mondrian. Et je peux parler des ateliers, en fait. Justement, là, dans 15 jours, j'ai pas mal d'ateliers à Essé, dans la ville d'Essé, où il y aura un salon. Et je suis en communication avec les instituteurs et institutrices. Et on va travailler sur ce livre. Et en amont, ils font des mélanges. En fait, ils ont travaillé sur les couleurs primaires. Ils sont en train de faire juste des mélanges de couleurs. Et avec ma venue, on va travailler justement sur ces familles qui se décomposent, qui se mélangent. Et ça va créer des formes nouvelles avec des couleurs mélangées. C'est aussi l'occasion, comme on est réunis avec Véronique, de nous parler, peut-être toutes les deux, du projet sur lequel nous travaillons. Je vais te redonner le micro, Christine. Ça s'appelle donc le colimaçon. Non, j'y arrive plus. Le colimaçon-maçon. Voilà, donc c'est un chouette pont des arts et qu'on attend depuis longtemps, qui va aborder notamment l'arte povera, l'art pauvre, et puis d'autres aussi disciplines qu'on adore et qu'on voulait défendre depuis longtemps autour du thème de la maison, et pour lequel tu travailles encore une fois en volume. Donc Véronique, je t'invite à nous parler un peu de cet ouvrage. Et Christine, je me rapproche de toi pour te redonner le micro. En fait, justement, vous allez voir comment peut naître un livre dans cette maison d'édition. J'ai été invitée par Amélie à venir à Tours, enfin à Saint-Pierre-des-Corps, découvrir l'endroit physique où est située la maison d'édition. Et en fait, tu m'as emmené voir des mosaïstes dans un atelier pas très loin, et là a commencé à germer un projet à base de petits morceaux récupérés, parce que ces mosaïstes ont elles-mêmes toute une histoire de récupération dans leur travail, etc. Bon, finalement, l'album ne se fait pas du tout autour de la mosaïque spécialement, mais la mosaïque y prend part. Et en fait, voilà, est née l'histoire de donc c'est un escargot qui fabrique des maisons. Je suis partie de la petite ritournelle, ma maison est en carton, etc. Et puis j'ai dévié, donc j'ai repris la petite chanson Pirouette Cacahuète, etc. Je l'ai détournée, et puis j'ai imaginé un colimaçon-maçon. J'aimais beaucoup la répétition. Il fabrique des maisons tous les jours de la semaine. Il prend des commandes et il fabrique des maisons pour ses amis dans la nature. Et on aborde le facteur cheval que j'avais déjà abordé avec Merci Facteur. Mais c'est l'occasion de revenir dessus. Et en plus, ce qui est génial, c'est que là, du coup, on a une autre illustratrice, parce que Merci Facteur, c'était Isabelle Charlie, donc avec son style à elle, et là on voit la même œuvre abordée par une autre illustratrice, donc en plus c'est très intéressant, ne serait-ce que pour ça. Mais là il y a un chemin donc avec cet escargot, et donc il y a la maison, donc le palais idéal du facteur cheval, mais il y a aussi la maison de celle qui peint à côté de Marseille, et donc on est plus dans, on va dire, entre l'art brut, l'art singulier, et puis un peu de land art, parce qu'il y a avec Patrick Dougarty. Et donc voilà, en fait, c'est un peu ce que tu disais avec ton sablier, Géraldine. C'est ça, c'est aussi l'expérience vécue de rencontres et de visiter des œuvres ensemble. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça finit par être juste une ligne que je suis en train d'écrire dans ma tête pour écrire une histoire, et hop, là, après, ça repart, ça devient un livre, et Christine travaille dessus, toute l'équipe monte le livre, et ensuite, on va retourner rencontrer d'autres gens, partager cette expérience avec les enfants, avec d'autres enseignants, etc. Donc, je trouve l'image du sablier vraiment géniale.
En fait, on pourrait même imaginer un grand atelier au niveau de l'architecture, parce qu'on a la maison en carton à partir d'une surface plane de Mondrian, et le côté ligne droite qui est juste à l'opposé de ce que fait Au Nordwasser, mais au niveau des couleurs, on les retrouve tous les deux, et de voir maintenant ton prochain livre là, ça fait un beau trio d'architecture sur le moyen de construire autrement. Alors, cet album, Colimaçon Maçon, est une petite merveille. Il faudra attendre la rentrée pour en parler. Franchement, j'aimerais que tu nous parles, Christine, des illustrations. Et elles sont magiques parce qu'on t'a dit allez, on veut voir de l'art brut et on veut de la magie, quoi. On était vraiment des gamines à Montreuil autour de toi à te dire mais fais-nous rêver, et t'es reparti en se disant ok, fais de l'art brut, fais-nous rêver, il faut que ça soit beau, ça faisait encore plein de contraintes pour faire plaisir aux éditrices, mais toi avant tout tu dois te trouver ta ligne, défendre l'album, avoir un livre qui se tienne, et t'es pas censé faire plaisir aux uns et aux autres, et je trouve que le résultat est vraiment fou, quoi. Je te remercie pour ce bouquin, et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton travail avec tous les matériaux que tu as retrouvés, les boutons pour la femme qui peint, etc. Que tu nous fasses rêver, quoi, parce que donne-nous envie, quoi, de l'attendre et de le découvrir en septembre prochain. Là, j'étais vraiment dans mon élément parce qu'il s'agit de maisons, donc pour faire le volume, c'était juste parfait. Et c'est surtout, ça concerne des maisons de gens que j'admire beaucoup, donc ça c'est quand même extrêmement important, comme entre autres le facteur Cheval. Mais il y a le manège de Petit Pierre, qui est super émouvant. Ouais, c'est super émouvant. Ouais. Il y a Niki de Saint-Phal, ou Tinguely, le Cyclope. Ouais. On a du buffet. Et là, tu nous as fait un super maison aux couleurs de Dubuffet, à chaque fois différentes. Ouais, elles sont toutes différentes, parce que dans la réalité, elles sont toutes totalement différentes. Des maisons presque habitées. Redis-moi le nom de Oui. Celle avec qui ressemble beaucoup à l'art africain, avec cette le facteur Cheval. Non, ce visage là qui nous accueille. Mais ça c'est complètement fou, hein. Ouais, mais je sais pas quoi vous dire. Que t'es bourré de talent, mais dans mon atelier, je vous montrerai. Ok. Peut-être je pourrais parler. Ouais. C'est c'est un livre qui est en préparation, où j'utilise énormément de matériel, et par exemple pour le facteur Cheval, j'ai véritablement travaillé avec des petits cailloux. Ouais. Des coquillages, comme lui il a fait dans la réalité. Puis c'est vrai que à chaque fois il y a toute une histoire, parce que les petits cailloux, j'ai demandé à une amie qui a plein de petits cailloux parce qu'elle a un grand jardin, et à un moment il y a des cailloux. Il faut trouver aussi le matériel. J'ai une amie qui est au bord de la mer, à chaque fois que j'ai chez elle, je passe des heures à ramasser des coquillages, mais là je l'ai appelée, elle m'a envoyé une boîte, donc je reçois dans la poste une boîte remplie de coquillages, des coques spéciales que j'ai demandées, blancs. Donc en fait, et si vous veniez dans mon atelier, actuellement, il y a des boîtes partout remplies de tous ces matériaux, et le temps que je fasse ce livre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant de venir dans mon atelier que ce que je fais. Je sais pas si vous comprenez. Alors on a pour le coup on a posté sur le compte Instagram de l'Élan Vert des photos des illustrations en cours et de ton atelier, et on voit ton petit bazar multicolore et poétique, et c'est vrai que nous ça nous parle beaucoup, c'est pour ça qu'on essaie souvent de venir dans ton atelier, se perdre. Mais oui, on retrouve pour le coup quelques illustrations en cours sur notre compte Instagram, donc voilà. Écoute Véronique, je vais te redonner la parole, parce que c'est aussi l'occasion de rebondir et de nous parler du projet qui est en cours, notamment dans le cadre d'une résidence avec Nathalie, qui nous fait vraiment le plaisir de nous rejoindre, parce qu'on parle toujours des enseignants. Là, on en a une voilà, et qui va pouvoir moi je vous laisse nous raconter votre travail à toutes les deux, et nous faire aussi rêver, nous montrer tout ce qui est possible de faire.
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La résidence dont on a parlé, Pascal, tout à l'heure à Taverny, c'est une chose. Et le projet Art en Mouvement avec Nathalie à Mareil-Marly, c'est autre chose. Ça, c'est à ton initiative. Donc, c'est un projet voilà, qui est né de l'envie de Nathalie. Après, là, à l'écran, il y a des choses que j'ai envoyées pour montrer les différents types d'ateliers que je fais à partir des albums Pont des Arts. Voilà, alors là par exemple, c'est des ateliers d'écriture. Là, c'était l'idée d'écrire des haïkus de la même façon qu'on écrit une histoire dans un Pont des Arts pour aborder une œuvre d'art. Là, je faisais écrire à des collégiens des poèmes inspirés de tableaux. Donc il y avait 2 sessions, il y avait le choix entre des tableaux de Magritte et puis les tableaux qu'on a vus juste avant. Henri Rivière, qui lui-même était un grand admirateur d'Hokusai et qui a fait les 36 vues de la Tour Eiffel, donc sur le modèle des 36 vues du mont Fuji, duquel est de la série de laquelle est tirée La Grande Vague. Donc voilà, ça c'est un atelier d'écriture, un exemple d'atelier d'écriture. Alors ça c'est aussi un autre atelier d'écriture que je mène en ce moment. Il va y avoir une restitution le 18 avril à Conflans-Sainte-Honorine à la médiathèque. C'est une classe de 6e et on a écrit, enfin ils ont écrit, moi j'ai orchestré, je fais un peu la chef d'orchestre là. Là en plus je deviens un peu éditrice, donc voilà, je me venge. Sur les élèves, non, je plaisante et voilà, je les aide en fait à construire un chemin de fer comme s'ils étaient vraiment en train de faire un livre. Et donc là, c'était avec la professeure de français et la professeure d'art plastique sur des tableaux de David Hockney. Et donc ils ont écrit Bobby et la couleur parfaite. Et voilà, à découvrir écrit et illustré à la médiathèque de Conflans le 18 avril. Alors là, on commence à aborder la pluridisciplinarité avec la danse. Donc avec Isabelle Morel qui s'excuse parce qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui parce que en même temps elle danse dans la rue en ce moment à Paris dans le 11e arrondissement avec le parcours filles-femmes car elle est directrice artistique du comité Métallo et c'est aujourd'hui la danse de rue, enfin la parade du parcours filles-femmes. Et donc Isabelle je ne cache pas, c'est une amie d'enfance et on a toujours voulu travailler ensemble parce qu'on a plein de liens. On a fait les mêmes études d'histoire de l'art, donc ça nous relie aussi. Et chacune est partie dans une voie artistique différente. L'écriture pour moi et la danse pour elle. Mais on a toujours su qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et donc là, on a, à partir des albums Pont des Arts, on en a choisi certains, donc celui sur Frida Kahlo, celui sur La Grande Vague, La Perruche et la Sirène. Voilà. Et à partir de ces 3-là, on a imaginé des ateliers ensemble qui sont à architecture un peu variable selon les envies, selon les contraintes aussi d'espace, de temps, parce que dans les festivals, par exemple, on nous donne des créneaux de 45 minutes. Donc en 45 minutes, on peut pas faire tout ce que nous, on a envie de faire, parce que disons que l'atelier idéal, ça serait 3 heures, et c'est ce qu'on a expérimenté avec Nathalie à Mareil. Et là, on a vraiment le temps d'explorer plein de façons d'aborder les choses, mais là, c'était des ateliers de 3/4 d'heure avec les enfants au théâtre Les Plateaux Sauvages, et ils avaient une représentation le soir d'une pièce de théâtre sur Frida Kahlo, donc ils nous ont commandé justement les ateliers pour les enfants pendant ce temps-là. Et là, moi, j'avais imaginé quelque chose sur les sentiments, en fait, sur qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, etc. Et puisque Frida a beaucoup travaillé sur sa propre intériorité, sur ses émotions, sur sa vie, et faire quelque chose comme ça, un peu avec des matériaux qui rapprochent de l'art populaire mexicain, en fait, avec les comment ça s'appelle, les remerciements, le mot m'échappe, mais donc en forme de cœur, les ex-voto, voilà. Et Isabelle les fait danser sur justement leur intériorité aussi et exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Donc on commence par une lecture, puis ensuite on part dans 2 directions. Direction
plastique et direction danse. Et puis on échange les groupes au milieu et là donc chacune refait la même chose avec les autres et puis on se rencontre à la fin et on fait une restitution dansée et puis une exposition de ce qu'on a créé. Avec Nathalie, c'est différent parce que c'est un projet sur toute la durée, toute l'année. Donc là, on fait vraiment un voyage. C'est l'année scolaire, en fait. On parcourt l'année scolaire, un voyage dans le temps et dans les arts. Et moi, j'ai proposé à Nathalie de le symboliser par un leporello, parce que c'est un support que j'aime énormément et qui peut se rallonger à l'infini en fonction de si on est très bavard, si on a plein de choses à dire. Et donc voilà. Alors ça c'est à Taverny, parce que j'ai embarqué du coup Isabelle dans l'aventure à Taverny, et c'est autour de la perruche et la sirène. Et là c'est dans une maternelle. On a fait la lecture, du coup on a dansé l'histoire, on a aussi composé un collage à la Matisse, on va dire, et puis ils écrivent un pont des arts à partir d'un tableau. Et voilà, là on est, l'histoire n'est pas encore faite, on est vraiment au cœur de la fabrication du conte avec les choix des mots, l'héroïne, etc. Et la suite, c'est lundi prochain. Alors voilà, là on est à Mareil avec Nathalie et donc ils ont déjà construit leur leporello et puis là c'était la séance où je leur lis La Grande Vague. Donc là, on est dans une ambiance. Isabelle amène une musique qu'elle a choisie d'un compositeur japonais. Voilà, on crée l'ambiance. Et puis, on parle de l'histoire parce qu'ils ont beaucoup de questions. C'est une histoire qui parle de la quête d'origine, de l'adoption, qui parle aussi de la mythologie asiatique, etc. Donc, il y a beaucoup de questions. Ils savent beaucoup de choses d'ailleurs sur le Japon. Les élèves, ils ont eux-mêmes une culture. Voilà. Et puis on a créé aussi comme façon de faire agir les enfants, parce que je voulais rebondir aussi là-dessus tout à l'heure, sur le fait que nous, on fait entrer les enfants dans une œuvre d'art par cette collection, par un texte qu'on écrit, etc. Mais il y a toujours cette idée de l'art, on le regarde. Mais nous, en fait, qui sommes artistes, en écrivant ou en créant comme Christine, l'art, ok, on le regarde, mais ça donne des fourmis dans les mains, ça donne des fourmis dans la tête, et on a envie de faire, en fait. Et c'est ça l'idée d'aller dans les écoles et d'animer des ateliers. Et c'est génial quand on voit les enfants qui s'emparent de tout ça, qui rebondissent et qui deviennent des artistes. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est transmettre cette chose-là. Et donc là, on leur a fait découvrir les haïkus. Isabelle a inventé un procédé de danse qui s'appelle l'ikebana, c'est-à-dire c'est des tableaux vivants, comme un bouquet, vous savez, japonais. Voilà, une composition, mais avec leur corps. Et puis dans les ikebana, on doit, il y a des contraintes assez strictes. On doit amener un élément minéral, un élément végétal, etc. Et quelque chose de souple, mais quelque chose de solide aussi, pour créer un équilibre dans le déséquilibre. Et donc ils font ça avec leur corps. Donc c'est très intéressant. Et là, moi, je les fais dessiner ce que composent leurs camarades et on change à tour de rôle. Voilà. Donc, en noir, par exemple, vous avez, enfin là, c'est du bleu. Vous avez la structure, donc l'élément de départ, le premier tableau qu'ils ont composé. Et puis, en rose, les mouvements qu'ensuite ils ont déployés pour changer de position. Et ça crée, en fait, on était nous-mêmes surpris de voir que ça crée presque des tableaux un peu surréalistes. Et voilà. Et ensuite, ils ont écrit un haïku par rapport à ce qu'ils venaient de vivre. Et ce haïku est devenu récemment une chanson en plus. Parce qu'il y a un intervenant musicien qui a pris part au projet. On n'arrête pas. Donc, je te passe la parole, Nathalie. Bon, je suis sûre que vous n'avez jamais imaginé, en ouvrant un album, tous les amoureux de l'art, les fondus qui travaillent dans tout ça. Bon, moi, je me dis qu'en tant qu'enseignante, cette collection de Pont des Arts effectivement articule plein de domaines artistiques, mais pour moi c'est comme un banquet des arts. J'ai plus qu'à me servir, apprendre des choses. Bien sûr, on peut travailler tout seul, j'ai déjà fait. Les dossiers que font Canopée donnent des pistes extrêmement intéressantes, on en trouve aussi tout seul.
Mais moi, mon rêve, bon, je travaille avec des artistes depuis de nombreuses années, et là, c'est quand même la cerise sur le gâteau, ça faut quand même le dire, c'est de travailler directement ou avec les illustrateurs, les écrivains de la collection. Et moi, j'avais la chance, je rêvais depuis plusieurs années d'amener aussi la danse, la chorégraphie, l'implication du corps, qui est vraiment quelque chose de particulier, parce que toute cette articulation des arts qui vous a été présentée, moi je pense que dans notre travail, tous les jours, on essaie de faire du lien avec beaucoup de choses. Les enfants manquent de lien. Et les arts, c'est une porte infinie. Je pense que si vous êtes là, vous avez un petit quelque chose de ce côté-là, parce que voilà, vous en êtes plus ou moins convaincu, et parfois on se dit on va pas y arriver, etc. Moi j'ai des classes plutôt de grands, de CM1, CM2, et parfois c'est compliqué d'imposer beaucoup de choses artistiques dans les grandes classes, parce qu'on pense que c'est plus en maternelle, et moi je pense pas du tout. Et donc là, c'est une articulation entre, bien sûr, la littérature, les mots, le corps, et tous les arts visuels, puisqu'on va travailler sur différents albums. Mais ce qui est important, ce qui réunit en fait tout ce mouvement, cette énergie qui passe entre ces différents domaines, ce sont les émotions. Et moi, je me voyais qu'à la présentation de toutes ces richesses des personnes qui sont là, et d'autres qui travaillent aussi pour cette maison d'édition incroyable, on voit bien l'émotion, l'envie, le désir. Donc nous, on n'a plus qu'accueillir ça et à essayer de le faire vivre aux enfants. Alors, c'est vrai que nous, on a un atelier long sur l'année, parce que c'est un choix de ma part de voir l'évolution des enfants. On peut, mais entre chaque intervention d'Isabelle, la chorégraphe, et de Véronique, l'écrivaine, parce que mes élèves me disent qu'on dit écrivaine, voilà. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire, mais moi je pense que travailler avec des gens, des artistes qui viennent et ils apportent leur vision du monde, leur lecture du monde, qui n'est pas forcément la nôtre. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un enrichissement pour les enfants extraordinaire, et au passage un cadeau pour moi. Voilà. Faut quand même être clair. Donc c'est les ateliers qui sont décrits là. On a d'autres projets autour de l'album, par exemple autour de Kandinsky. On a été faire des visites au musée, à la Cité de l'Architecture, et au musée d'art moderne pour d'autres parties de travail. Je pense que ce sont des entrées par les émotions variées qui permettent à tous les enfants de s'accrocher. Moi, j'ai pu aussi rapporter la partie aussi musicale. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais bon, on a décidé, puisqu'on a écrit des haïkus après aussi en classe, bien sûr qu'il y a l'apport que nous, en tant qu'enseignants, avant que les enfants produisent eux-mêmes individuellement des haïkus, de sonoriser des haïkus d'une certaine façon, de créer une chanson à partir de tout ce vocabulaire, ces mots poétiques qu'on a pu chercher pour écrire les haïkus. Je n'ai pas fait la mélodie de la chanson parce que j'ai demandé, ce n'est pas ma spécialité. Nous, on a la chance d'être polyvalents, donc de faire cette articulation-là. Mais moi, j'ai pas l'excellence de toutes les personnes qui sont là. À toutes, ça fait des magnifiques ouvrages. Voilà. Mais nous, c'est juste de s'en saisir. Et peut-être on peut montrer. Donc nous les Porello, ils sont juste en cours de réalisation. Hein. Donc nous, là, c'est la partie plus sur Hokusai, où bien sûr que les enfants, à partir du livre, de l'album, eh bien nous, dans l'histoire de l'art, on a été voir du côté un peu d'Hokusai, du Japon, c'est vu du mont Fuji, l'apport de la couleur, des façons de représenter, les goûts de chacun, pour que chacun puisse avancer sur son chemin. Il y a eu un gros travail d'écriture des haïkus, qui est en général quelque chose qui est assez exigeant, mais qui plaît beaucoup aux enfants et qui apporte énormément de poésie et de plaisir. Et vous voyez sur la dernière page les fameux ikebana, donc chaque enfant, et ils en ont forcément fait plusieurs, ont choisi, ont créé leur propre haïku. Par exemple, je peux vous lire un haïku dans le vent. Hein. Les gouttelettes cristallines dansent en spirale mouvementée.
Léger flocon. Un escargot glisse entre deux roues d'une voiture. Fuite du moteur. On a vraiment des variétés. Bon là, j'arrive pas à lire de là. Léger flocon blanc, caresse du sol, douce et moelleuse. L'arbre, vert glacé. Vert, V-E-R-T, loin glacé. Bon voilà. Donc c'est un des projets pluridisciplinaires, interdisciplinaires, ce souhait de cette maison d'édition d'ouvrir à tous ces arts. Enfin pour moi, je suis désolée, je suis un peu gourmande, donc la métaphore culinaire, c'est toujours ce qui me vient. C'est vraiment une dégustation de plein de choses. Chacun peut y trouver ce qu'il veut en tant qu'enseignant, accentuer sur une chose ou sur une autre. Et même si on n'a pas la chance, que c'est vraiment une chance, de travailler directement avec des personnes qui travaillent sur ces œuvres, même seul, on peut faire déjà aussi beaucoup de choses. De toute façon, quand on ouvre un album, si vous en avez fait l'expérience, vous prenez n'importe lequel, déjà c'est beau, vous avez un bel objet dans les mains, vous ouvrez, il y a déjà des émotions en tant qu'adulte. Et moi je pense que une grande qualité, parce que parfois des gens, des parents me disent mais comment vous savez en littérature de jeunesse, ça c'est intéressant pour les enfants. Ben, moi je trouve qu'il y a un critère évident, si nous adultes ça nous intéresse, si ça nous parle, si ça nous crée des émotions, ce sera pareil pour les enfants. Le beau, le juste, la qualité, ça touche les adultes, ça touche les enfants de la même façon. Ben voilà, c'est ce que fait cette maison d'édition. On ne dira pas mieux. Merci, Nathalie. Non, je voudrais te demander juste de nous parler du pourquoi la danse, parce que c'est quand même assez nouveau de relier la littérature et la danse. Nous, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Et on a embauché une nouvelle recrue, notre Laurence, et qui est notre directrice commerciale, et elle est danseuse. Et c'est vrai que nous étions déjà très intéressés par la danse. Nous avons publié 2 ouvrages sur l'opéra. Pascal nous a fait découvrir la musique des ballets, etc. Mais en fait, de ton côté, la danse. Alors, la danse, je ne suis pas danseuse. J'aime la danse, entre autres contemporaine. C'est vrai que je vais voir beaucoup de spectacles. Ça, c'est personnel. Alors, peut-être c'est une sensibilité. Mais par contre, pour les enfants, en tant qu'enseignant, les mots, c'est pas toujours facile pour les enfants. Donc là, il y a des textes de qualité qui sont beaux, mais il y a des enfants, ça passera d'abord par le corps. C'est pour ça cette multiplicité des entrées sensibles, l'intelligence sensible des enfants, elle est variée comme la nôtre. Ben, c'est très important. Et il y a des enfants pour qui ça va être l'entrée, et après les choses vont s'enrichir avec les autres arts. Mais c'est quelque chose de très particulier. Le travail en plus avec Isabelle, c'est pas de la danse, on va dire, académique, c'est de la danse, bien sûr que elle va enseigner certaines choses pour que les enfants bougent leur corps. En général, ils bougent les mains, la tête, c'est tout. Mais après, tout le reste, le bassin, la partie haute, etc., à différents niveaux de hauteur. Mais les enfants, ils rechignent jamais. Il y a quelque chose qui se découle facilement. Et moi, je trouve que c'est une porte sensible pour les émotions qui est très forte. Ah non, moi, ils sont pas tout petits. Ils sont grands, ils ont 9 ans. Ah, il y a zéro problème. Ouais. Et c'est impressionnant aussi de voir. Je pense que tout ce qui est artistique, il y a une sorte de justice et d'égalité quand on pratique l'art, quand là on les met dans des processus vraiment de création, où les enfants, on s'expose quand on crée. Si vous avez déjà créé quoi que ce soit, que vous écriviez, que vous dessiniez, que vous danciez, que vous fassiez du théâtre, il y a une forme de sincérité dans l'acte vraiment de créer. Et il y a tout le monde est exposé pour créer. Et là, ça rebat aussi un peu les cartes de gestion de la classe, de gestion des enfants. Il y a des enfants qui vont là pouvoir exprimer des choses qu'ils n'exprimeront pas dans d'autres activités ou à travers les mots. Donc, et la danse, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et il y a le collectif, en fait. C'est ça joue sur les deux. Ouais. Tout ça, de toute façon, ce sont à la fois, chacun a une implication personnelle, et franchement, les enfants, je dirais qu'ils demandent que ça. Oui, ils sont curieux de tout. J'ai jamais vu d'enfants qui refusaient de faire quelque chose.
faut les accompagner, mais c'est aussi un travail collectif parce que les leporellos, c'est-à-dire chacun aura le sien, mais ça va créer une exposition. C'est ça. La danse, c'est alors là pour être du collectif, on peut pas être plus collectif pour arriver à une production. Une production, c'est pas moi ce qui m'intéresse, c'est pas le produit final, c'est le processus, que les enfants soient dans ce processus de création. Et la musique, c'est la même chose. Voilà. C'est vrai que cet enrichissement qui est permanent dans la collection ouvre toujours des nouvelles portes, même au départ à l'écriture du texte. Ça nous remue encore autrement, je vais dire, de penser à la musique tout de suite. Là, on est maintenant dans cette phase qui commence avec la création parallèle. Je trouvais ça passionnant là d'entendre que tu as écrit ton texte avec la musique. Déjà au départ, jusqu'à présent c'était l'inverse, et on n'a pas fini de revoir les choses et de continuer à évoquer tout ça. Moi, il y a un atelier, une forme de travail que j'aimerais bien. Je sais pas du tout mon secteur, alors je me permettrai pas de l'approfondir, mais c'est cette option théâtre justement qu'on a déjà évoquée, parce que je trouve que dans presque chaque Pont des Arts, il y a un scénario. Et je sais que pour Au Papy, on avait travaillé avec des lycéens allemands qui ont donc lu le livre en français. C'était leur niveau de français, et ils ont travaillé avec des élèves avec lesquels ils étaient en échange scolaire, et ils ont fait des mises en scène de cette Première Guerre mondiale dans la salle de sport. Ils avaient mis les bancs les uns sur les autres, c'était les tranchées, et ils ont travaillé sur le plan théâtre, mais de façon spontanée, je vais dire, hein. C'était pas du tout prévu pour, et je ne sais pas si cette option théâtre peut être encore un élargissement plus intensif. Ouais, effectivement, mais déjà, ça va être vraiment le cas avec notre ouvrage autour de Louis XIV, de Versailles, où c'est lu par Michel Vuillermoz et où justement ça donnait des envies de théâtre. Voilà, c'est Cécile Alix qui l'a écrit. Donc Cécile Alix, elle a écrit déjà plusieurs Ponts des Arts. Elle écrit aussi beaucoup pour les ados. Oui, elle fait du théâtre et elle est, ses textes, où il y a une vraie oralité dans le choix de ses mots. Et là encore, comme certains alexandrins. Donc il y a ça coule de source en fait. Il y a certains textes où ça tombe, et puis il y a certains albums aussi qui ont donné envie à des compagnies de théâtre de rebondir, parce que voilà, Cécile Alix encore, L'Ours et la Lune, c'est devenu une pièce de théâtre jouée par une compagnie. Donc aussi on a Laurence Gillot qui est conteuse avec des tapis, tout un matériel, et qui à partir de 4 saisons Circus et puis d'un autre premier pas Jardin à Roulis-Rolette a créé un spectacle. Donc c'est vrai que il y a un dialogue constant en fait. Donc c'est vraiment, après c'est vrai que nous on est une maison d'édition et pas une compagnie de théâtre, mais c'est vrai qu'on est complètement ouvert et les textes sont repris, et même en lecture, on a eu des demandes du château de Chambord ou d'autres lieux qui voulaient pas seulement mettaient les livres à disposition, mais voulaient lire les textes, faire des lectures pour les partager avec leur public, parce que ça faisait sens. Donc il y a vraiment c'est dans le choix des textes, même dans le choix des auteurs avec lesquels on travaille, c'est très important pour les L'Envers, c'est sûr. L'oralité, c'est extrêmement important, et la musique des mots et la façon dont on les reçoit. Il y a une exigence chez les L'Envers, de qualité. Voilà, je vous embête suffisamment pour que vous le sachiez, que ce soit au niveau bien sûr de l'écriture et des images. Christine le sait aussi, elle s'est fait. On est parfaite pour vous asticoter, mais pour avoir ce merveilleux objet à la fin. Et Pascal aussi, là aussi, on est toujours là en collaboration, en chef d'orchestre, pour arriver, et puis bien sûr pour ouvrir tous les possibles. Je reviens sur Canopée. Le partenariat, la collaboration a été aussi très riche pour cela, parce que l'équipe éditoriale d'Aix-Marseille, je fais un clin d'œil à Dominique Buzine et puis à Stéphanie Bédian, avec qui on a travaillé de nombreuses années, ont aussi apporté beaucoup
beaucoup et nous ont, comment dire, ont précisé notre regard sur les textes, sur aussi la collaboration avec les enseignants, hein, puisqu'ils avaient un regard quand même et des relations très proches des enseignants de par l'émission de Canopée. Donc voilà, ça a nourri. Hein, Pont des Arts est devenu ce qu'il est parce que voilà, on a eu beaucoup de professionnels talentueux qui ont apporté leur expérience, leur talent. Et puis, alors, pour le coup, comme on citait donc des compagnies de théâtre qui ont repris des albums pour les mettre en scène. Toutes ces informations sont maintenant réunies sur un blog que je vous invite à regarder. www.collectionpontdesarts.fr, sur lequel nous retrouvons les actualités, la présence de nos auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices sur le terrain, et c'est vrai, et toutes ces actions, ces supports de création autour de Pont des Arts. Voilà, cet outil était l'outil le plus simple, le plus pratique pour vraiment mettre en avant tout ce qui se crée. Voilà. Alors c'est peut-être le mot de la fin. C'est des...